Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau, je suis formatrice chez Les Petits Sages et aujourd'hui je vais vous parler de l'art de l'équilibre numérique. Alors avant de parler de tout ce qui va pas par rapport aux écrans dans les familles, je vais d'abord vous remettre un petit peu les choses à leur place et commencer mon exposé par vous dire que les écrans, c'est quand même primordial aujourd'hui dans nos vies. On ne pourrait pas s'en passer. Les écrans ont été créés pour la première fois pour une idée de divertissement, d'information aussi du grand public. Et puis aujourd'hui, on ne se passerait plus de nos smartphones. Nos smartphones dans lesquels il y a un peu toute notre vie. Bien sûr, ça fait téléphone et messages, mais il y a aussi tous nos rendez-vous avec des rappels. Il y a un super appareil photo et donc c'est pour ça que peut-être quand on est parent, il est collé à notre main pour capturer les moindres moments de notre nouveau-né. Il y a aussi des applications de divertissement, comme des jeux par exemple, et puis aussi des applications de travail. Enfin vraiment, aujourd'hui, sans smartphone, nos vies seraient pas moins bien sûr, mais ça correspond plus vraiment à nos vies modernes, je dirais. Et puis, si on compte le nombre d'écrans que détient chaque personne de la famille, on peut facilement arriver à 2, 3, peut-être 4 parfois. Les écrans comprennent la télévision, il y a aussi les consoles qui sont bien sûr accolées à la télévision, mais il peut y avoir des consoles portables. Il y a des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, etc., etc. Dans certaines familles, il va y avoir moins d'écrans et dans d'autres familles, il va y avoir un écran par pièce, un écran statique, j'entends, par pièce ou quasiment par pièce, et puis plusieurs écrans pour chaque membre de la famille. Je ne veux pas, dans ce podcast, diaboliser complètement les écrans. Je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le fait qu'ils sont là et on les utilise pour plein de raisons, pour plein de bonnes raisons. Et l'idée n'est pas du tout de diaboliser les écrans et de dire qu'il faut absolument aucun écran dans la maison. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment de se dire comment on a une consommation raisonnée d'écran, une utilisation raisonnée des écrans, de façon à ce que ça ne nous empêche pas de faire autre chose. Parce que je pense que le problème est là. C'est-à-dire que quand on est devant son écran, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Par exemple, un jeune enfant n'a absolument pas besoin des écrans pour se développer, pour se construire. Un jeune enfant a besoin de communiquer, d'explorer son environnement, de manipuler, etc., etc. Par exemple, on n'apprend pas le langage devant la télé, par exemple. Ce n'est pas en regardant un dessin animé, qui d'ailleurs ne sont pas tous adaptés aux plus jeunes, bien que ce soit indiqué le contraire. Mais un enfant n'apprendra pas une langue, n'apprendra pas à communiquer devant un écran, ça c'est clair. Il apprendra à communiquer en interagissant avec d'autres personnes, que ce soit des enfants, des adultes, que ce soit les personnes qui s'occupent de lui ou des personnes qu'il croise, des personnes qu'il côtoie, par exemple dans des structures d'accueil du jeune enfant ou chez des assistantes maternelles. Il va apprendre le langage en manipulant, par exemple, des boîtes à formes ou des, tout un tas d'objets. Il va construire sa pensée aussi de cette façon-là, mais absolument pas devant un écran. Il y a de nombreuses études sur le sujet, sur la consommation, l'utilisation des écrans dans les familles, pour les enfants, etc., etc. Il y en a depuis de nombreuses années également. Euh, Dans ces études, il faut pouvoir trier aussi les informations. Il faut déjà regarder quel est le nombre de personnes qui ont été interrogées et qui ont répondu. Il faut regarder aussi la pertinence des questions posées, comment ça a été fait, etc., etc. Mais de façon générale, toutes les études sont assez formelles sur le sujet. On possède de plus en plus d'écrans à la maison et les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. Alors, je nuance tout de suite mon propos, ça n'est pas forcément problématique. Ça dépend évidemment de l'usage qu'on en fait. Il y a une étude récente qui a été faite en Suisse qui explique que, en fait, chez les moins de 3 ans, oui, ils ont accès à des écrans, mais en général, pas tout seuls. Et c'est la grande majorité, c'est-à-dire que le temps est limité, c'est moins de 20 minutes par jour. Et en plus, il y a un adulte qui est à côté de l'enfant et du coup, ça suscite des échanges entre l'enfant et l'adulte pour contextualiser, expliquer ce que l'enfant voit.
Le problème avec les études, c'est que de nombreuses études sont faites à un instant T et nous avons les résultats. Il faut évidemment le temps de faire l'étude et nous avons les résultats longtemps après. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur l'utilisation des écrans, la consommation des écrans par des enfants qui sont aussi post-Covid, alors que l'on sait que le Covid a forcément tout changé. Ce qui est intéressant aussi, si vous vous intéressez un petit peu aux études et si vous questionnez un petit peu ce que vous voyez, c'est de consulter des méta-analyses qui sont des études d'études. C'est-à-dire que ce sont des études qui vont étudier un large spectre d'études qui ont été faites, parfois une trentaine, parfois une centaine, sur de nombreuses années aussi. Donc, c'est vraiment les méta-analyses qui sont les plus importantes et les plus parlantes. Donc, je vous invite aussi à questionner ce que vous voyez quand vous voyez des sondages IFOP, par exemple. Les sondages IFOP, ce ne sont que des sondages faits sur une petite population qui n'est pas forcément représentative de l'ensemble de la population française. Donc, prudence avec les études. Je voulais aussi partager avec vous les raisons pour lesquelles les enfants sont tellement attirés par les écrans. Alors les raisons diffèrent en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr. Donc au début de la vie de l'enfant, les écrans attirent l'œil de l'enfant parce que son regard, enfin son acuité visuelle qui est immature, est vraiment attirée par la lumière émise par l'écran. Et puis par les couleurs qu'il y a, parce que ça bouge vite, etc., etc. Surtout s'il y a de la musique avec. Donc c'est quelque chose au niveau sensorialité qui attire beaucoup l'enfant. Un peu plus tard, l'enfant découvre à quel point c'est facile d'utiliser un smartphone ou un écran et tout ce qu'il peut vivre devant cet écran grâce à cet écran. Et donc là, on va parler de la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui est activée fortement par le système de récompense très rapide qu'on peut avoir devant un écran. Parce qu'on a une question qui nous trotte dans la tête, et ben allez hop, on va regarder sur le téléphone. Avec les jeux également, qui nous donnent des récompenses très rapidement et qui entretiennent justement la récompense. Et tout ça, ça peut créer une certaine dépendance aux écrans. Alors aujourd'hui, au niveau médical et pathologique, on ne va pas parler d'addiction aux écrans, parce que les addictions sont listées de façon limitative dans le DSM-5, qui est le manuel de référence pour les troubles psychiques. Aujourd'hui, on va plutôt parler de dépendance aux écrans, qui est quand même très importante pour certaines personnes. À ce propos, les enfants ne sont pas tous égaux. Les personnes ne sont pas tous égales d'ailleurs, de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus facilement dépendantes à quelque chose que d'autres personnes. Pour les écrans, c'est la même chose. Il y a des enfants qui vont être plus sur les écrans que d'autres qui pourront très bien s'en passer plus facilement. Pour trouver l'équilibre numérique en famille, il est déjà hyper important de faire attention à vous, quelle est votre utilisation des écrans, quel est votre schéma de consommation des écrans. Est-ce que vous avez toujours votre écran à portée de main? Est-ce que vous le sortez à la moindre occasion? Est-ce que vous donnez la priorité à votre écran quand vous êtes avec d'autres personnes, a fortiori avec votre enfant? Déjà, si vous vous interrogez sur ça et que vous faites attention, vous conscientisez un peu tous vos comportements par rapport aux écrans, vous comprendrez que en fait, votre enfant, il vous regarde, il vous observe et il reproduit ce que vous faites. C'est vraiment l'éducation par l'exemple. Si vous voulez que votre enfant passe moins de temps devant les écrans ou ait une consommation un peu plus raisonnée des écrans, commencez déjà par vous, votre propre consommation. Si vous êtes en accueil d'enfants, eh bien c'est la même chose. Où est votre écran? Où est votre téléphone? Est-ce que vous utilisez des écrans lorsque vous accueillez des enfants ou pas? Dans quelle mesure? Etc. etc. Par exemple, les photos. Les photos, c'est vraiment un sujet parce qu'on prend des photos avec notre téléphone aujourd'hui, avec notre smartphone. Et puis quand on est en train de prendre une photo, eh ben, c'est très simple d'aller regarder la météo et puis tiens, j'ai reçu telle notification sur mon téléphone et puis je vais envoyer la photo à papa ou à maman, etc. etc. Et du coup, ça fait que vous avez passé en fait un quart d'heure devant votre écran à faire des choses peut-être pour l'enfant que vous accueillez, bien sûr, hein, ça je remets pas en cause. Mais par contre, vous n'êtes pas vraiment en communication avec l'enfant. Je suis pas en train de vous donner des leçons et de vous dire qu'il faut absolument bannir toute utilisation d'écran quand vous êtes à proximité d'un enfant.
Je veux juste que vous conscientisez tout ça et que vous trouviez des pistes de réflexion par rapport à la consommation d'écran, à l'utilisation d'écran des enfants. Parce que je voudrais aussi peut-être déculpabiliser certains parents. Parfois, les écrans, c'est la seule solution. Et on met notre enfant devant un écran parce qu'on n'a pas d'autre solution. On a un rendez-vous important qu'on doit faire à la maison, bien sûr, où on a besoin d'un temps pour soi autre qu'une réunion importante. Mais je pense que, par exemple, si vous êtes un parent et que vous mettez vos enfants devant un écran pendant que vous êtes en train de préparer le repas, peut-être vous pouvez vous interroger sur comment rendre le moment de préparation du repas ludique pour l'enfant et que vous pouvez partager ce moment de repas avec votre enfant de façon à créer un moment de partage, de convivialité, plutôt qu'un moment vraiment isolé où l'enfant est devant l'écran et vous êtes tranquille dans la cuisine en train de préparer le repas, sachant que le mot tranquille était peut-être en trop ici. Je vais maintenant finir cet épisode de podcast par vous donner des bonnes pratiques pour cultiver l'art de l'équilibre numérique. Une première chose à faire attention, c'est au contenu que votre enfant regarde. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a des applications qui sont limitées pour les enfants, mais même quand c'est limité pour les enfants, c'est pas forcément une bonne nourriture intellectuelle pour les enfants. Et puis très vite, les enfants, ils peuvent faire 2-3 clics et se retrouver sur des sites ou sur des contenus qui sont pas du tout appropriés. Donc je vous invite vraiment à faire attention de façon très importante au contenu que vos enfants regardent. Vous n'êtes pas has-been, si je puis dire, en laissant faire l'enfant. Au contraire, même si votre enfant est plus âgé, s'il est ado ou quoi que ce soit, demandez-lui de vous partager ce qu'il regarde, commentez ensemble, etc. pour que ce soit aussi l'occasion d'un partage sur les écrans et pas d'une utilisation vraiment isolée. Les écrans, c'est pas non plus avant de dormir parce que les écrans produisent de la lumière bleue. La lumière bleue est également produite par le sommeil et c'est ce qui fait que l'être humain est une créature diurne, qu'on a plutôt tendance à vivre pendant la journée et à dormir quand il fait nuit. Ou en tout cas à aller vers un endormissement à la nuit tombée. Donc les écrans, c'est vraiment pas avant de dormir parce qu'il y a la lumière bleue qui active le cerveau et qui envoie des signaux complètement contradictoires avec un endormissement. Mais c'est aussi parce qu'il y a des filtres anti-lumière bleue qu'on peut mettre, on peut régler notre téléphone et on peut acheter un filtre qu'on colle sur l'écran. Mais c'est aussi une stimulation importante de l'enfant devant un écran. D'ailleurs, c'est la même chose pour les adultes, soit dit en passant. Donc vraiment, pas avant de dormir. Avant de dormir, privilégier des activités qui sont plutôt propices à l'endormissement, que ce soit seul, que ce soit en famille, avec des frères et sœurs, etc., etc. Et pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit tout au long de ce podcast, soyez avec votre enfant le plus possible lorsqu'il regarde un écran ou lorsqu'il utilise un écran. Essayez de suivre ce qu'il fait, de vous intéresser et éventuellement de limiter si c'est pas adapté à son âge. Et puis, il y a toujours des alternatives à l'écran. Je reprends l'exemple de la préparation du repas. Je pense que c'est toujours plus sympa si l'enfant prépare le repas avec vous, même s'il ne fait pas grand-chose. Il y a aussi des outils de cuisine qui sont adaptés aux enfants et qui ne le mettent pas en danger, du coup. Essayez de faire vraiment des alternatives aux écrans. Et puis, quand c'est pas possible, utilisez les écrans. Il y a encore une fois pas de culpabilité à avoir ou pas de jugement à donner quand on utilise des écrans. On n'est pas des saints et on n'est pas parfait. En conclusion, j'aimerais que vous gardiez en tête que l'équilibre numérique, comme tout équilibre de façon générale, est propre vraiment à chaque personne, à chaque famille. J'espère en tout cas que ce podcast aura permis de vous faire prendre conscience de certaines pratiques que vous avez et de certaines alternatives que vous pouvez proposer à votre enfant pour un meilleur équilibre numérique. Et rappelez-vous une chose, les parents parfaits n'ont pas d'enfants, donc cherchez plutôt à trouver votre propre équilibre qui vous corresponde sans vous préoccuper des jugements que vous pouvez avoir des uns et des autres.